Vacances, loisirs, études ou commerce, c'est la thématique de Twilight ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur Guy Calvin Verlaine Mbongo, encore enseignant-chercheur en sciences sociales appliquées à la santé et à la psychologie de la santé. Bonsoir et bienvenue. Merci Clara pour l'invitation. Merci beaucoup également pour le panéliste. À vos côtés, Martine Sangrine Ngono, conseillère spéciale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, doctorante en sciences de l'éducation, notamment à l'université de Yaoundé 1. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, merci de m'avoir invitée une fois de plus. C'est toujours un honneur et un plaisir de représenter le corps de métier des conseillers d'orientation qui sont assez mal connus des compatriotes et qui sont souvent taxés à tort de manger l'argent du gouvernement gratuitement. Vous ne le direz jamais assez. Et puis, sur ce plateau, on a votre homonyme Martine, elle. C'est maître Martine Viviane Mbenunga, avocate au barreau du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette. Pour moi, c'est un plaisir. Je vous dis d'abord merci, car c'est un débat nécessaire. Alors, je suis heureuse d'y contribuer en tant que praticienne du droit. Et puis, last but not the least, notre mbombo sur ce plateau, c'est la langue locale ici. Pierre Calvin Tagne-Simon, enseignant et parent. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette et merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et puis, place au débat à présent. Mais avant, je vous propose, chers panélistes et chers téléspectateurs, de plonger notamment dans ces activités de vacances-là. Et c'est un reportage dans la langue de Shakespeare, une signature de Marielle Nzié. The school bell may be silent, but homes and neighborhoods are now bursting with activity. As children enjoy their long break, parents are dealing with a different reality. Every day, they are eating more than usual. It's breakfast, then snacks, lunch, then snacks again. The food budget has doubled. The cost of living takes a hit during school breaks with news, electricity and water usage all on the rise. They are constantly making noise. We can't even rest. Sometimes I just want to escape for a few hours. For working parents, there is the added concerns of where their children go during the day and with whom. We are all responsible for what is happening to all these young people. If parents do not take conscience that the education of their children, they do not follow their education as well as possible, influenced by people that are going to give them what they want. With few affordable childcare options and limited holiday programs, many families are left to fend for themselves. And as the school holidays continue, so does the daily struggle for balance. Le débat peut à présent commencer avec vous, docteur Guy Calvin Verlaine Mbongo, encore enseignant, chercheur en sciences sociales appliquées à la santé, à la psychologie de la santé. On parle des vacances. C'est une période de break, de repos nécessaire. Alors merci de la question. Il faut rappeler déjà ce que c'est que les vacances. Rappelons que les vacances, ce sont des périodes d'interruption d'activité. Ordinairement, là on parle des études, des écoles. Alors, ce sont des périodes de relaxation, de récréation justement, et ce sont des moments où l'enfant et même les parents profitent, n'est-ce pas, pour avoir ce qu'on appelle la santé, le bien-être. Donc, c'est des moments que chaque élève cherche à tout prix, n'est-ce pas, à voir venir. Donc, ça a beaucoup d'avantages parce que l'enfant va se détacher ou bien l'élève va se détacher, n'est-ce pas, de son quotidien habituel. Voyez-vous, ses camarades, ses enseignants, les taxis qu'il prend, les motos qu'il prend, il va se retrouver, n'est-ce pas, à la maison aux côtés, n'est-ce pas, des parents qui sont aussi des objets protecteurs. Alors, Pierre Calvin Tagne-Simon, enseignant, parent, les vacances riment avec quoi pour vous? Il faut dire que les vacances
rime, comme l'a dit le docteur, avec repos. Il faut se reposer pendant les vacances, mais ne pas oublier que nous nous reposons à la suite d'une activité. Nous nous reposons pour continuer à mener la même activité. D'où la nécessité, pendant cette période de vacances, de faire une rétrospection. Quand le docteur tout à l'heure a parlé du bien-être, il convient de dire que côté parents ou enfants, il faut s'arrêter pour évaluer le chemin parcouru. On évalue le chemin parcouru, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui devrait être fait, comment est-ce que cela a été fait. Pendant cette période de vacances, on se donne des moyens pour remettre la balle au centre. D'accord, c'est la même signification pour vous, Maître Martine Viviane Benenga, avocate au barreau du Cameroun. Oui, Carlette, je vais rejoindre le docteur, je vais rejoindre aussi le parent qui est à côté de moi. Mais dans le sens, je vais vous parler des vacances un peu dans le sens juridique, puisque c'est mon domaine de prédilection. Quand on aborde ce sujet, il faudrait d'abord qu'on recadre les vacances. Les vacances, le mot vacances, dans son étymologie, vient du mot latin vacare, qui veut dire un temps vide, que veut dire avoir du temps. Mais maintenant, nous devons aborder le concept de vacances. Vacances, c'est quoi? Vacances, c'est cesser ses activités habituelles. Ici, pour ne pas sortir du cadre, on parle des vacances qui concernent les enfants, c'est-à-dire qui vont étudier, les enfants qui vont étudier. Ça ne nous concerne pas, nous les parents, pour parler peut-être de repos de travail, mais là, c'est de repos d'études. Après avoir passé 9 mois à travailler dans leurs cahiers, les différents cahiers, à faire des devoirs, à travailler dur, le moment propice, ce sont les vacances pour pouvoir se reposer. Le législateur, nous sommes au Cameroun, le Cameroun a ratifié une convention des États-Unis qui est relative aux droits de l'enfant. Dans son article 31, l'enfant a les droits fondamentaux de l'enfant devraient être respectés. Et pour respecter les droits fondamentaux de l'enfant, on ne devrait pas perdre de vue le repos de l'enfant, les loisirs. Le commerce, comme vous avez mentionné aussi quelque part, le commerce, oui, le commerce, mais de quelle manière? On va y arriver peut-être le temps de demander à Martine Sangrine Gono, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, doctorante aussi en sciences de l'éducation. Pour vous, madame, dites-nous, les vacances, au regard de tout ce qui a été dit, c'est une période de repos nécessaire. Les vacances, c'est une période de repos nécessaire. Lorsqu'on voit en fait d'où est partie cette idée de vacances, parce que nous avons la science qu'on appelle la chronobiologie, qui est l'étude des rythmes biologiques, vous voyez. Alors, étant donné que nous avons des rythmes biologiques qui sont eux-mêmes calqués sur les rythmes d'éveil, de sommeil naturel, jour, nuit, vous voyez, les saisons et autres, il est normal que le corps humain aussi alterne entre travail et repos. Donc, de ces rythmes, en fait, est venu, en fait, les rythmes scolaires. Donc, on ne peut pas étudier 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, vous voyez. Donc, on est parti de là pour pour penser que l'enfant a des périodes où il doit apprendre, des périodes où il doit relâcher le travail. Et également, on part de là pour faire des calendriers scolaires, vous voyez. Donc, la période de vacances est nécessaire. Ça, on ne peut pas le contredire. Alors, quels souvenirs avez-vous de vos vacances, vous personnellement? Souvenirs que j'ai de mes vacances, moi personnellement, généralement les vacances c'était le cinéma à la maison avec les frères, on regardait les films à gogo, à profusion, grasse matinée, travaux champêtres, travaux ménagers, cuisine.
Vous voyez un peu. Donc c'est à peu près ça. Docteur Guy Calvin, Verlaine Bongo, encore, que faisiez-vous pendant vos vacances? Alors, vous me faites plonger là dans le passé, effectivement. Et je me rappelle bien, moi, je passais mes vacances au village. Et voyez-vous, au village, il y a beaucoup d'activités auprès des grands-parents. Là, effectivement, il y avait beaucoup. On partait au champ. On se levait très tôt pour aller au champ. L'après-midi, vers 14h, on était de retour. Il fallait faire un peu les travaux ménagers là. Et puis, l'après-midi, aller au championnat. C'est-à-dire, on partait au football, on partait jouer au football. Et peut-être vers 18h, on se préparait maintenant pour aller ce qu'on appelle les booms. C'est-à-dire qu'on faisait les booms et on partait danser, les soirées dansantes parfois qui finissaient à X heures. Donc, vous voyez, c'était structuré avec des loisirs, avec des activités qu'on peut appeler un peu l'étude, pas l'étude, mais une formation locale. Et puis également, il y avait un peu de petit commerce parce que ma grand-mère faisait les beignets. Donc, elle faisait les beignets, donc on était obligé de vendre, de mettre les beignets sur la tête. Mais c'était le long de la contrée, on ne partait jamais loin. Donc, voilà en fait mon petit passé. Pierre Calvin, Tagne Simo, nous avons tous eu des vacances et les vôtres, en quoi est-ce qu'ils se traduisaient? Mes vacances se traduisaient par, comme l'ont dit mes précédents orateurs, le retour au village, auprès des grands-parents. Nous y allions, travaillions au champ, passions du temps entre frères et sœurs, nous amusions autant que nous le pouvions. Je pense que c'était des bons moments, mais sauf qu'aujourd'hui, la réalité est tout autre. Maître, vous avez des souvenirs de vos vacances? Oui, j'ai des souvenirs de mes vacances. Quand nous étions enfants, nous avons eu quand même ce privilège parce que mon défunt papa, il travaillait dans une société à l'UQAM où on mettait à notre disposition des colonies de vacances. Donc, on était tellement pressés d'arriver au moment des vacances parce qu'on savait qu'on va faire des colonies de vacances. On allait en colonie de vacances où il y avait des jeux, il y avait des loisirs, il y avait un peu de tout pour se divertir. Il y avait même aussi des parcs d'attractions dont on s'amusait très bien pour relancer l'année scolaire qui allait débuter. Mais aussi à côté, ça nous plaisait quelquefois d'accompagner notre grand-mère dans le petit commerce. Pour nous, c'était tellement amusant et tout. Donc, en famille, il y avait les cousins. On se sentait tellement bien. Parfois, on venait en vacances à Yaoundé. Et quelquefois, ils nous amenaient aussi au village pour essayer de vivre un peu la vie rurale, de se familiariser à la vie rurale et de savoir d'où on vient. Parce que c'est très important aussi de savoir d'où on vient. Au regard notamment des activités de vacances que l'on observe, quels sont les clichés qui vous marquent? Les clichés. Aujourd'hui, nous traversons une période un peu très délicate. Les enfants se retrouvent exposés dans leur commerce, ils se retrouvent exposés. Pourtant, il y a des textes. Le Cameroun dispose d'un cadre juridique bien encadré pour préserver les droits fondamentaux des enfants. Mais toutefois, nous sommes dans une société où la précarité se présente, l'aspect de pauvreté. Et on devrait mettre aussi en avant l'accès à l'éducation pour les enfants. Mais déjà, nous n'arrivons pas à cerner ce côté, ce pan. Parce que nous avons la pauvre ménagère dans son informel qui a besoin de ça pour survivre. Elle a besoin de ce petit commerce pour survivre. Mais cela ne devrait pas être un prétexte pour nous, parents adultes, de laisser nos enfants dans les rues sans être sécurisés. D'accord, tout à fait compris, Dr Guy Calvin. Verlaine Bongo, enseignant-chercheur en sciences sociales appliquées à la santé et à la psychologie de la santé. Quels sont les clichés qui vous marquent aujourd'hui en ce qui concerne les vacances? Alors, les clichés qui nous marquent aujourd'hui, on a nos villages qui ne sont plus fréquentés et
Et même ceux qui arrivent au village, on n'a plus, n'est-ce pas, ces personnes qui nous encadraient une fois arrivés au village. C'est-à-dire que nos parents qui avaient là, n'est-ce pas, de nous bercer avec des contes de chez nous. Donc ce sont des clichés qui nous marquent. Du coup, comme madame disait tout à l'heure, on se retrouve dans la vie urbaine. Dans la vie urbaine où, n'est-ce pas, on note des activités actuelles, notamment le contact avec les nouvelles technologies, voyez-vous, où les gens vont passer plus le temps avec leur téléphone portable, où ils vont chercher où il y a les réseaux. Parce que vous savez que dans certaines régions ou bien certaines zones rurales, il n'y a pas de réseau. Donc, ils cherchent plutôt à rester, n'est-ce pas, dans un environnement urbain où il y a les réseaux pour ne pas être déconnectés. Et ceci s'entraîne justement parfois, je ne veux pas arriver là, à des comportements déviants. Voilà. Donc ce sont des clichés que nous arrivons, qu'on observe, n'est-ce pas, actuellement, des comportements déviants, surtout en milieu urbain, parce que c'est pas encadré justement. Les vacances des jeunes, des élèves, c'est pas encadré. Martine Sangrine-Gono, conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle pour vous. Quand vous observez aujourd'hui ce que les jeunes font de leurs vacances, qu'est-ce qui vous marque? Bien, ce qui me marque, premièrement, à l'entrée des vacances, comme nous les vivons actuellement, c'est le nombre de commerçants qui a augmenté au niveau des feux de signalisation dans nos villes. Il y a beaucoup d'élèves, d'écoliers qui se sont ajoutés disons, au débrouillard qui le faisaient pendant les périodes de classe. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez, je ne sais pas quel terme, c'est à chaque fois que je passe par là, je suis assez choquée parce que les risques sont tellement élevés. Ils sont si jeunes, certains d'entre eux sont donc peut-être à 6 ans. Ils sont déjà en train de faufiler entre les véhicules pour proposer des marchandises. Ça, c'est un cliché, moi, qui me touche particulièrement. Et il y a également la distribution inégale, en fait, des points de loisirs, des distractions. Si on veut que les vacances soient utiles, il serait bon que ce soit... Vous êtes dans les propositions, on va y arriver. C'est l'observation. Je voulais... Bon, ça peut paraître comme une proposition, mais en fait... Ce que j'ai observé, vous allez voir par exemple le secteur comme à l'INJS, Institut national des sports. Beaucoup de jeunes qui sont dans le quartier Ngoïkele et aux alentours ont cette chance de pouvoir y accéder. Par contre, dans les périphéries, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, c'est un cliché que moi j'ai observé. Et pour vous, Pierre Calvin-Tagne-Simo, enseignant et parent? Le cliché pour moi aujourd'hui est à la fois négatif et positif. Je commence par le positif pour saluer déjà ces structures qui prennent sur elles d'organiser des camps de vacances afin de permettre aux enfants de ne pas errer, de ne pas vadrouiller. Aussi, il y a des communautés qui ont pris sur elles d'organiser des séminaires de formation en langue maternelle. Ce sont des choses qui marquent positivement. Cependant, tous les parents n'ont pas compris la chose dans le bon sens. À cause de la vie chère, telle que le relevaient certains panélistes ici, ils ont abandonné les enfants à eux-mêmes. Les parents sont sortis pour aller se débrouiller, mais derrière eux, il n'y a aucun suivi. Et les clichés positifs? Justement, j'ai parlé des négatifs plutôt? Oui, l'abandon des parents. D'accord. Les enfants qui, parfois, on les retrouve dans la rue, ils s'amusent avec des cailloux, ils visent par-ci et par-là. C'est beaucoup de dégâts pour les enfants abandonnés. Maître, vous n'avez aucune image positive des vacances aujourd'hui? Si, j'ai une image positive, j'ai une image négative. Maintenant, ça dépend du cadre, ça dépend du milieu de l'éducation que chaque parent offre à son enfant. Nous avons d'autres qui ont la possibilité de mieux passer leurs vacances dans des loisirs, les jeux, et se reposer en même temps. Mais d'autres parents qui n'ont pas
cette occasion, qui ne peuvent pas offrir cela à leurs enfants. Et du coup, nous retrouvons les enfants dans les rues. Déjà, ce qui est prohibé par la loi, mais sous le fallacieux prétexte qu'ils sont démunis, qui ne peuvent rien que ça avec ce petit commerce, qui subviendront aux besoins de leurs enfants au moment des rentrées scolaires. Donc tout cela entraîne une délinquance juvénile parce que beaucoup d'enfants en profitent pour faire de la délinquance. Mais que doit-on déjà faire de ces vacances, Martine Ngono? Eh bien, de ces vacances, en fait, comme toute activité, il faut planifier des choses, en fait. C'est pas parce qu'on a dit vacances qu'on doit se lever et marcher, je sais pas, sans but précis, vous voyez. Donc, les vacances, on doit, en famille, on doit les planifier. Par exemple, tel enfant va choisir, ou alors ses parents à lui vont décider que lui, c'est bon qu'il aille auprès de ses grands-parents pour apprendre, par exemple, les activités champêtres, pour alors apprendre la langue maternelle auprès de ses grands-parents. Il y en a d'autres qui vont faire des activités artistiques, qui vont apprendre peut-être à jouer à la guitare, à chanter, à jouer au piano, à danser, etc. D'autres vont verser dans le sport, vous voyez. Donc, en fait, on ne peut pas dire ça comme ça, là. Ça dépend, en fait, des aspirations des uns et des autres. Donc, les vacances... Mais à qui revient le droit de planifier les vacances? Le droit revient aux parents, aux enfants, à la communauté tout entière, aux communes urbaines, rurales, à l'État, parce que tout cela concourt en fait des responsabilités d'un État en fait. Oui, tout cela concourt. Donc chacun a sa pierre à apporter pour organiser, parce que quand les enfants sont en dehors des salles de classe, c'est Voltaire qui disait que le travail éloigne de nous le vice, l'ennui et le besoin. Vous voyez, si on doit transposer ça au niveau des vacances, quand on est pendant les vacances, si on n'a pas d'activité, on va verser dans quoi? On peut verser dans le vice. Et on peut s'ennuyer. Et quand on s'ennuie, c'est aussi dangereux parce que quand un jeune s'ennuie, il est tenté d'accepter n'importe quelle proposition face à lui. Les jeunes filles, vous allez voir, beaucoup de jeunes filles, au sortir de ces vacances, certainement vont amener des grossesses. Pourquoi? Parce que tellement il y a l'ennui et on essaye de se battre, on essaye de faire des activités tant bien que mal, et lesquelles surtout peut-être des sorties non contrôlées, comme un des panélistes l'observait bien, le soulevait bien, quand un parent est sorti pour aller chercher le pain quotidien et qu'à la maison, parce que d'habitude, les enfants sont à l'école, il a la tête tranquille, il est à son boulot. Mais maintenant que les enfants sont à la maison, lui, il sort chercher son pain. On ne sait pas, on n'a pas toujours la main mise ou alors le regard sur ce qui se passe derrière nous. D'où les grossesses indésirées, etc., etc. Vous voyez, ceux qui tombent dans la drogue, ceux qui tombent dans la délinquance. J'ai eu récemment entendu parler d'un cas où des jeunes ont organisé un vol chez un voisin pour aller détourner le groupe et aller le vendre. Vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est à cause de l'ennui. Donc je pense que c'est toute la communauté qui doit s'organiser pour occuper les jeunes pendant les vacances. Docteur Guy Calvin Verlaine Mbongoko, vous êtes d'accord avec cela? Je rejoins madame dans ce qu'elle a dit, parce que c'est une organisation structurelle. Parce que quand les enfants vont en congé, vous voyez, les professeurs ou bien les enseignants vont également en congé. Et ce sont des parents en même temps. Ils retournent. Et il y en a observé même dans certaines entreprises où les parents bénéficient d'un repos pendant cette période pour rejoindre leurs enfants à jouer le rôle de protecteur, à jouer le rôle d'éducateur. Mais effectivement, ce n'est pas toutes les entreprises qui autorisent, n'est-ce pas, des congés annuels ou bien des congés pendant les moments de vacances. Parce que vous savez, il y a des enfants qui sont à l'internat. Les parents sont au travail. Et pendant les vacances, les enfants restent à la maison, les parents continuent à aller au travail. À quel moment il y aura cette rencontre? Donc vous voyez, il faut une communication, comme madame disait, par rapport à la planification de ce qu'on va faire. Et pour faire ça, il faut qu'on s'asseye sur la même table. On dit,
voici les activités qu'on va faire ensemble pendant les vacances. Allez peut-être dans les activités que vous avez si bien dit, le piano, l'art plastique et autres, ou alors aller, n'est-ce pas, au village, ou alors organiser un petit commerce, mais qui est encadré. On ne dit pas que tout commerce peut-être à la sauvette. On va revenir sur la question du commerce, mais au-delà de la famille, elle seule a la responsabilité d'organiser ses vacances. Non, je vous ai dit, elle est structurelle. C'est-à-dire que la famille joue déjà, c'est le noyau. La famille, c'est le noyau de l'éducation, la base. Mais vous avez également les structures étatiques. Vous avez les calendriers, comme madame disait, les calendriers académiques qui permettent, n'est-ce pas, de savoir que le mois de vacances, n'est-ce pas, c'est généralement entre le mois de juin, n'est-ce pas, à septembre. On sait qu'il y a 3 ou 4 mois où les élèves sont. Donc, l'État fait déjà en donnant ce calendrier d'activité. Ça permet aux parents, n'est-ce pas, d'anticiper, n'est-ce pas, à mieux organiser leurs vacances. D'accord. Maître, je vous vois impatiente de prendre la parole sur cette question-là. Oui, sur la question des vacances et des enfants, on ne peut pas se focaliser sur l'ennui des enfants. Nous devons d'abord, a priori, respecter les droits fondamentaux des enfants. Il faudra que toute activité, que ce soit les loisirs ou le commerce, soit adaptée à leurs âges pour pouvoir respecter le droit fondamental à l'enfance. Donc nous, parents... Mais qui a la responsabilité de planifier? De planifier, c'est d'abord nous, parents. Il nous revient à nous de sécuriser nos enfants. Il nous revient à nous. Le gouvernement met en place des moyens de loisirs, des distractions. Comme je le disais tantôt, tout parent ne peut pas se permettre de l'offrir à ses enfants. Mais cela n'empêche qu'à son niveau, ce qu'il peut offrir à ses enfants, qu'il veille sécuriser, que ce soit dans un cadre propice. C'est ça le plus important. Parce que dans la société, il faut qu'il y ait équilibre. Et nous devons réfléchir sur un intérêt intelligent par rapport à nos enfants. Pierre Calvin Tagne-Simo. Ce que je vais dire est que pendant les vacances, chacun devrait apprendre à faire la part des choses. Faire la part des choses, c'est pour moi s'interroger. Si par exemple, pendant l'année scolaire, je n'ai pas bien évolué en une discipline, c'est l'occasion pour moi de profiter du temps qui m'est accordé pour faire asseoir des connaissances, quitte en lecture, en mathématiques, et j'en passe. Vos élèves, et si vos parents ont décidé de vous envoyer au village, par exemple, ou chez une tante? C'est une très bonne chose. Moi, je voulais plutôt dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on vend beaucoup de terres. On n'a plus assez de champs dans nos villages. Aujourd'hui, il y a l'exode rural, il y a des déserts qui donnent à nos villages d'être déserts. Donc aujourd'hui, nos villages sont presque peu peuplés. On se retrouve tous dans les métropoles. Mais là, comment maîtriser cette masse? Justement pour maîtriser cette masse, même de là où on est, même si on se rend au village, on doit pouvoir, si on n'a pas été capable de s'en sortir pendant l'année scolaire en une matière, on voyage avec ses cahiers. On met à profit ses vacances. Si tu dois aller au champ, va au champ, mais reviens sur des notions qui t'ont échappé pendant l'année scolaire. Il y a un autre phénomène que je voudrais ici évoquer. C'est vrai que maître, on va respecter la loi. C'est vrai, je suis d'accord. Mais il faut appliquer la loi en fonction des réalités. Des réalités parce que un enfant qui, par exemple, n'a pas un parent capable de payer sa scolarité, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Aller faire du commerce n'est pas une mauvaise chose si justement l'enfant a des aptitudes pour le faire. C'est vrai, la question d'âge intervient. Mais si tu vas faire du commerce,
pour soutenir tes parents dans leur charge de scolarisation. Pour moi, ce n'est pas un problème tant que ça respecte. Mais maître, que dit la loi au sujet du commerce, notamment de jeunes vacanciers? À quel âge? C'est même permis par la loi? C'est permis par la loi, mais respecté, pas à caractère économique. La loi le permet, mais pas à caractère économique. Ça, il faut d'abord le souligner. C'est très important de le savoir. C'est-à-dire que c'est interdit, notamment d'aller faire du commerce pour pouvoir aider les parents dans leurs charges, dans leurs responsabilités. Oui, dans leurs responsabilités. Ça, c'est l'instrumentalisation des enfants. Ce n'est pas la responsabilité, c'est l'instrumentalisation. La loi prohibe ce genre d'actes, d'actes posés par les enfants. Et les parents sont exposés à certaines sanctions qui sont prévues par le Code pénal dans son article 350. Et de même maintenant, le Cameroun a ratifié une convention des Nations Unies, je le disais aussi tantôt, que le Cameroun avait ratifié une convention des Nations Unies relative aux droits des enfants dans son article 31. L'enfant a droit au repos, l'enfant a droit au jeu, l'enfant a droit au loisir, en respectant, en l'adaptant à son âge. Mais encore faut-il que... Oui, aucun parent ne peut prendre pour prétexte déguiser commerce à un enfant qui ne devrait pas le faire à caractère économique. Si oui, il faut inculquer des valeurs, nous sommes d'accord. Si c'est dans le cadre d'éduquer, d'apprendre, inculquer des valeurs à l'enfant, c'est normal. Mais si c'est à caractère économique, c'est là où ça pose problème. Mais on les écoute de manière, on les écoute vaillamment, le dit, ces jeunes petits-enfants qu'on rencontre dans les rues à très bas âge. Martine Ngono parlait tout à l'heure de 6 ans. On en voit très jeunes, 5 ans, 6 ans, etc. Qu'en dites-vous quand vous observez tout cela? Oui, quand j'observe cela, leur enthousiasme est sain. Mais ce n'est pas prévu par la loi, c'est prohibé par la loi. C'est pas prévu, mais vous, juristes, tout le monde voit cela. On est juste des acteurs impuissants, nous sommes des observateurs. Le Cameroun dispose d'un cadre juridique pour la protection de ses enfants. Et comment faire donc pour mettre fin à ce type d'activité? Pour mettre fin à ce type d'activité, les sanctions, oui, parce que nous avons les tests nationaux qu'internationaux qui régissent cela. Mais maintenant, pour mettre fin, à mon sens, à ce genre d'activité selon la loi, les sanctions, oui, mais aussi, il faut mettre sur place les mesures préventives pour éradiquer à ce fléau, telles que la pauvreté, l'accès à l'éducation. Mais est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes pour, notamment, qui peut porter plainte dans ce genre de cas précis, voir un enfant qui vend pour aider son parent à payer sa scolarité? Qui doit interpeller la justice? La justice ne peut pas s'autosaisir? Non. La justice peut aussi s'autosaisir si peut-être un acteur de la justice vit ce genre d'acte. Il peut mais la justice quand même généralement ne peut pas dans certaines mesures s'autosaisir. Mais ça peut être un voisin qui trouve que c'est une maltraitance pour un enfant d'un certain âge. Alors il va saisir la justice. Mais au cas contraire, c'est dû laisser aller. L'enfant même peut saisir. L'enfant même peut saisir la justice. Nous avons vu des enfants qui ont saisi la justice pour maltraitance. À 4 ans, 5 ans. Non, à 4, il peut passer par un adulte. Ou bien l'œil de l'adulte voisin, il le constate, il porte plainte. Pierre Calvin Tagnessimo, vous vouliez prendre la parole? Je veux prendre la parole pour dire oui, je suis pour l'application des textes, mais une application raisonnable. Je voulais prendre un exemple. Nombreux sont ces enfants qui ne vivent qu'avec les grands-parents. Maman est dans telle ville, mais elle envoie les enfants chez grand-mère. Grand-mère qui a cultivé son manioc. Il y a abondance de manioc au champ. Elle veut faire des bâtons. Elle a un enfant du CE2 qui peut l'aider à écouler ce manioc. En quoi est-ce que cela est mauvais? Encore que ça participe de la formation de l'enfant.
Mais c'est ce que Maître dit. Maître dit que quand c'est abus de formation, d'initiation, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire donc que même un enfant qui va vendre des bonbons, aujourd'hui, on nous parle de l'approche par les compétences. Aujourd'hui, ça veut dire que l'enfant est capable de faire quelque chose de ses mains. Quand il fait quelque chose de ses mains, et après va le placer, c'est rentable. Pour Maître, selon mon entendement, il faut mener une activité qui n'est pas rémunératrice. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. C'est pas ce que j'ai dit. On a quand même, oui, Martine, avant de prendre le docteur. Oui, moi je voulais revenir sur ce que Maître disait, que par rapport à c'est la saisine de la loi, de la justice. Moi, j'aurais vraiment aimé comprendre parce que il me semble que même dans la Constitution du Cameroun et tous les textes de loi, l'État est le garant en fait du respect des textes et de la protection de ses enfants par ricochet. Alors, lorsque les enfants se retrouvent en train de vendre, moi, je vais revenir sur ce détail au niveau des feux de signalisation, c'est une activité dangereuse. Parce que peut-être on attend de voir un enfant écrasé un jour pour vraiment parler de ça. Mais lorsque ça se fait, est-ce qu'on avait en fait besoin de saisir la justice pour ça? Moi, je me dis qu'une activité pareille devait être déjà prohibée à la base par l'État du Cameroun. Et maintenant, si les gens ne respectent pas cette interdiction-là, et là, ils tombent sous le coup des sanctions. Donc maintenant, et là, on parle même que ce soit des enfants ou des adultes, parce que c'est une activité dangereuse pour moi. Maintenant, je voulais revenir sur ce que M. Tanier disait par rapport au fait de prendre le cahier. Si on a eu des lacunes et de partir avec, même en vacances, pour essayer de travailler dessus. Peut-être on va y revenir sur cette question-là, mais restons sur la question du commerce et pour que Maître puisse vous répondre, notamment, est-ce que la vente au niveau des feux de signalisation est interdite? Elle est interdite parce que ça, c'est l'instrumentalisation des enfants. Les enfants sont exposés, ils ne sont pas sécurisés, le cadre n'est pas propice. Je l'ai dit en amont. Maintenant, on devrait réfléchir sur l'application de ces lois. Parce que le législateur a tout prévu. Je vous ai dit, au Cameroun, nous disposons des tests juridiques qui encadrent les droits fondamentaux des enfants. Nous avons ratifié la Convention des Nations Unies, je vous ai dit, relative aux droits de l'enfant. Nous avons la Charte africaine des droits de l'homme. Oui, non. Nous avons une autre charte africaine, toujours sur l'enfant. La charte africaine des droits de l'enfant et des droits et du bien-être de l'enfant. Nous avons aussi ratifié cela. Nous avons même notre code pénal, dans son article 350, qui a prévu des sanctions et des sanctions bien graves pour l'utilisation des enfants, pour les violences faites aux enfants, pour ce genre de commerce forcé. Parce qu'on retrouve dans les rues les enfants qui n'ont pas de choix, qui le font, comme disait le parent à côté, qui le font pour faire survivre la famille, qui le font parce qu'à la rentrée scolaire, ils ne pourront pas avoir des fournitures si déjà ils n'arrivent pas à faire ce petit commerce et à faire des petites économies, pour pouvoir subvenir à leurs fournitures scolaires. Ils se retrouvent donc obligés. Raison pour laquelle j'ai dit les sanctions, oui, mais nous devons aussi regarder les mesures préventives pour éradiquer ce fléau. D'accord, mais restons sur les sanctions que risquent les parents qui laissent partir leurs petits-enfants dans la rue pour faire du commerce. Ils risquent des sanctions, je l'ai dit, j'ai parlé de l'article 350 qui a prévu cela, je vous ai dit. Ils risquent des sanctions pénales. Oui. Privative de liberté, de mort à vie, selon les cas, s'il y a violence, selon le degré de l'infraction. Il y a des sanctions graves, lourdes, vis-à-vis de cela, parce que l'enfant, comme je le disais tantôt, vacances veut dire repos
et loisirs pour l'enfant, pour D'accord. respecter son droit fondamental. On vous a entendu, mais docteur Guy Calvin Verlaine Mbongo Onko, enseignant-chercheur en sciences sociales appliquées à la santé, à la psychologie de la santé. On vous a entendu dire ici que vous avez pratiqué du commerce alors que vous étiez jeune élève en vacances au village. Oui, Madame, je tiens à vous dire que c'est ça le problème entre la vie urbaine et la vie rurale. Moi, je l'ai fait en zone rurale. Et voyez-vous, ce n'est pas les mêmes enjeux. Lorsque vous êtes au village, nous, le commerce qu'on fait, ce n'est pas un commerce en tant que tel qui rapporte. Ce n'est pas nous qui mettons les beignets, qui décidons d'aller faire des beignets et d'aller les vendre. C'est nos parents, nos grands-parents qui font des beignets et qui nous disent allez, faites le tour, et parfois on dessine le tour, c'est-à-dire que vous ne devez pas aller très loin au village. Et parfois même au village, cette expérience, dans les maisons, on connaît déjà que non, ça c'est les beignets de tel, ça vient de tel. Donc on connaît déjà le visage de l'enfant. Et quand nous sommes en milieu urbain, vous voyez que on ne connaît pas, l'enfant ne connaît pas qui vient, qui se gare à côté de lui, l'étranger, et il y a un problème. Donc l'enfant n'est pas protégé, l'enfant est en danger, l'enfant est dans une situation d'insécurité. Et également les heures. Oui. Je vous ai dit que les beignets, c'est très tôt le matin. Vous voyez un peu les activités dans lesquelles on excelle au village. Ce n'est pas donc le contenu de ce qu'on vend. On ne va pas commencer à vendre les mouchoirs, ou bien, je ne sais pas, les paquets de cigarettes, ou bien, je ne sais pas quoi. Non, il y a le contenu de ce qu'on vend, l'heure à laquelle on rentre, n'est-ce pas, avec la marchandise. Et je dis bien que ce n'était pas dans le but mercantile, mais ça permet, n'est-ce pas, de donner des valeurs à l'homme, de savoir qu'il y a quand même un petit quelque chose. Et puis à la fin, ce qui était amusant, c'est que le parent vous disait, quand tu rentres, n'est-ce pas, en ville, voici un peu d'argent, tu as eu à travailler, mais en fait, ce n'était pas ça, mais c'était une motivation. D'accord. Oui, Martine, des arguments valides toujours concernant ce commerce. Moi, je voulais dire que, comme le docteur est en train de le souligner, le commerce en lui-même n'est pas mauvais en soi. Il n'est pas mauvais. Mais maintenant, c'est lorsqu'il est pratiqué par déjà un enfant trop jeune. Parce qu'il y a des parents, franchement, qui exagèrent, qui abandonnent leurs responsabilités. C'est vrai que la vie est dure, mais un enfant de 5-6 ans, vous l'exposez plus que toute autre chose en l'envoyant dans les rues. Donc, moi, je pense que le commerce n'est pas mauvais en soi. Parce que moi, je vais vous dire, moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai eu à vendre quelquefois de la banane quand on partait au village. Pourquoi? Non pas parce que mon père m'avait envoyé ou ma mère m'avait envoyé, mais je peux vous dire que moi, j'admirais ceux de mon âge qui le faisaient. J'avais peut-être 12 ans. Et je me disais, tiens, regarde des enfants de mon âge qui arrivent à faire ci tout seul. Moi aussi, j'aimerais, vous voyez. Donc, ça forge la personnalité, ça apprend à l'enfant à se débrouiller, certes, mais pas trop tôt, en fait. Moi, je pense que c'est ça le problème. D'accord, on va marquer une pause dans cette édition de Twilight. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur le plateau de Twilight. Le débat se poursuit sur la thématique vacances, loisirs, études au commerce et commerce. Justement, on en parlait. Martine Sangrine-Gono, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, doctorante en sciences de l'éducation. Vous le disiez, le commerce n'est pas toujours mauvais, mais il faut quand même modérer. Oui, exactement. Le commerce n'est pas mauvais en soi, parce que ça permet, déjà il y a des entreprises familiales, vous voyez, pendant les vacances, l'enfant, son stage à lui sera dans l'entreprise familiale, peut-être ses parents ont un magasin de vêtements, il faut bien que de temps à autre, il aille apprendre les rouages du métier. Il y en a qui font peut-être dans, je sais pas, la vannerie ou alors la couture, vous voyez, donc le travail n'est pas mauvais en soi, et puis dans
parmi tous ces jeunes qu'on voit dans les rues, beaucoup, parmi eux, ils sont de manière volontaire parce que eux, ils aimeraient gagner un peu de sous pour pouvoir aussi se faire plaisir parce qu'avec la conjoncture dans notre société actuelle, les parents ne sont pas toujours capables de nous offrir tout ce qu'on veut. De manière à vendre de 6h à 6h. Non, de manière à vendre de 6h à 6h, non, c'est pour ça, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai précisé que nous l'avons tous dit ici que c'est bon quand c'est encadré, non seulement sur le plan des horaires comme le docteur l'a dit, mais également sur la marchandise choisie et sur l'âge. L'âge, moi j'insiste dessus parce qu'il y a des parents qui ne savent pas dire non aux enfants. C'est pas et peut-être sur la marchandise, il y a des marchandises à ne pas vendre. Quand un enfant va aller vendre peut-être des sachets de whisky, on est bien certain qu'un jour il va être tenté d'ouvrir un et goûter. Vous voyez, donc déjà que c'est interdit par la loi. Voilà. Donc il faut essayer de choisir aussi. D'accord. Donc moi je pense qu'il faut insister dessus l'âge parce que c'est pas parce que l'enfant dit oui moi aussi je veux qu'il faut accepter. Il faut lui dire non quand tu seras grand. Ça c'est ce qu'on nous disait quand on était plus petit. Mais certains parents aujourd'hui parce qu'ils on va dire quoi, ils vont démissionner de leur fonction, saisir, tomber sur les prétextes que c'est l'enfant lui-même qui voulait accepter n'importe quoi. Et maître, à quel âge? 14 ans. Un enfant de moins de 14 ans jusqu'à 14 ans ne devrait pas travailler. C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. L'article 86 du Code du travail est précis là-dessus. Alors parlons notamment, revenons sur l'autre question qui nous préoccupe et qui préoccupe notamment les jeunes vacanciers, celle des études. Et je vous pose la question à vous, enseignants. Vous avez l'impression que c'est un choix payant, les études pendant les vacances? Alors, il faut savoir que, comme mon homonyme l'a dit tout à l'heure, que parfois c'est quelque chose d'avantageux lorsqu'on a perdu ou bien on veut se rattraper. Mais soyons quand même un peu sérieux, comme certains des panélistes sont parlés, en mettant en avant le repos, en mettant en avant, n'est-ce pas, les moments de récréation. Il faut dire que les études, lorsqu'on fait les études, c'est surtout dans le but compétitif, c'est-à-dire réussir, passer un examen. Et vous voyez, pendant les vacances, l'enjeu n'est plus le même. Même si vous êtes là pour booster vos enfants, à pouvoir fréquenter, pour atteindre cet objectif l'année prochaine, c'est pas bien vu. L'enfant ne comprend pas ça. Ça, c'est vous qui êtes en train de remplacer votre cerveau à la place de celui de l'enfant. L'enfant, lui, il est calé sur les vacances. Et on l'a dit, ce sont des moments de récréation. D'accord. Alors, vous, enseignants et parents, Pierre Calvin, Tagne Simo, ces élèves sont-ils ceux qui se tuent à la tâche pendant les vacances, la tâche de l'apprentissage, la révision notamment? Est-ce qu'à la rentrée, vous constatez souvent qu'ils sont mieux outillés? Disons que ces enfants qui, pendant l'année scolaire, ont rencontré certaines lacunes, ce n'est pas en toutes les matières. Les cours de vacances, par exemple, parlons-en, ce n'est pas en toutes les matières. On choisit les matières spécifiques en fonction des lacunes de chacun. Et les cours de vacances se font généralement de 8h à 12h. C'est-à-dire un enfant qui a des difficultés de lecture, un enfant qui, par exemple, prenons le cadre de la base, un enfant qui est parti de la maternelle grande section, avec un certain âge, parce qu'il y a des parents aujourd'hui, c'est un problème majeur, qui décident de faire avancer les classes. Un enfant, normalement, la maternelle première année, c'est à 4 ans. Maternelle deuxième année, c'est à 5 ans. Mais on retrouve à la CIL aujourd'hui des enfants qui ont moins de 6 ans. Mais à ce niveau-là, il faut bien redonner à la rentrée le niveau à cet élève. Alors, on le met dans les conditions
afin qu'ils puissent mieux aborder. Et vous pensez que c'est un coaching gagnant? Ils sont souvent mieux outillés Oui, ils à sont la souvent rentrée. mieux outillés en fonction de l'établissement choisi, en fonction du sérieux de l'encadrement. Qui est l'enseignant tenu devant eux? D'accord. Oui, vous Oui, vouliez... il faut dire que les processus engagés, n'est-ce pas, dans la réflexion ou bien durant les études, c'est les mêmes. Qu'on soit, n'est-ce pas, une seule matière ou bien l'enfant sera toujours dans les conditions d'études. C'est-à-dire que sur le plan conscient ou bien inconscient, il va toujours développer des processus qui vont faire en sorte qu'il soit, n'est-ce pas, à l'école, dans le challenge. Même si c'est 2 heures, il va passer son temps à réfléchir sur l'équation qu'il a fait peut-être pendant 2 minutes. Il va continuer toute sa journée par rapport à ça. Donc, je ne suis pas très d'accord. Le nombre de matières, ça ne joue pas. Il faut mettre, peut-être, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on parle de récréation, c'est-à-dire qu'il faut mettre autre chose, autre contenu dans les études. Peut-être, comme on a dit, l'art plastique, c'est aussi des formations, des études symboliques. Mais revenir, n'est-ce pas, devant un cahier avec l'ardoise ou bien avec l'écran, je ne sais pas quoi, la craie. Non, l'enfant voit ça chaque jour. Donc, il faut un peu diversifier un peu pour que les connexions... Et c'est le psychologue qui parle. Ouais. Votre avis sur cette question, Martine Sangrine-Gono, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, c'est important, les cours de vacances? Les cours de vacances, pour moi, en fait, peuvent être importants si un enfant a des lacunes réelles, vous voyez. Et maintenant, quand on parle de cours de vacances, là, ça ne devrait pas apparaître directement à la fin de l'année scolaire. Il faut forcément un temps de repos. Il faut forcément un temps de rupture de peut-être 1 à 2 mois où l'enfant n'aura aucun contact avec ce qu'il a eu à voir pendant 9 mois. Et maintenant, revenir peut-être au mois d'août sur les difficultés de l'enfant. Mais seulement, il y a beaucoup de cours de vacances qui portent plutôt sur des matières de la classe supérieure. Donc, la classe que l'enfant est censé intégrer l'année suivante. Et du coup, on ne s'attarde pas sur ses lacunes, mais on lui donne déjà des notions nouvelles et qui peut être contre-productif. Donc, moi, je pense que si les cours de vacances doivent avoir lieu, c'est surtout pour remédier aux lacunes des différents enfants qui ont eu des difficultés lors de l'année précédente. Et pour les enfants qui s'en sortent les enfants qui s'en sortent, ils doivent souffler, s'amuser, profiter de leur enfance et faire d'autres activités. D'accord, maître. Vous avez une réaction sur cette question-là, les cours de vacances? Les cours de vacances, généralement, c'est à caractère économique. Pour les enseignants, c'est ce que nous avons constaté. C'est un business pour les enseignants. Vacances veut dire, moi je reste dans le cadre juridique. Je vous ai dit, je suis une praticienne du droit. Je dois rester dans mon cadre. Vacances, selon l'article 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant, vacances est égal à repos, loisir, et bien cadré, adapté à son âge. Et parlant de loisirs, peut-on entièrement y consacrer ces vacances? Parlant de loisirs, bon, entièrement ces vacances, non, parce qu'il faut mettre un bémol. Il faut un temps de repos pour l'enfant. Il en a besoin parce qu'il a passé toute une année scolaire à travailler. Repos, ça veut dire quoi? Dormir, essentiellement? Ne pas mettre ses méninges à rude épreuve, par exemple, puisqu'il a eu à le faire tout au long de l'année. Il doit se reposer, mais les travaux domestiques, même faire les travaux domestiques, c'est un peu un repos, mais ça dépend. Comment on pratique ces travaux domestiques? C'est ce que j'étais en train de dire. Pour moi, les vacances pour un enfant, je reste ferme là-dessus. C'est le repos, les loisirs. C'est ça les vacances pour un enfant. Parce que ce que je voulais dire, c'est que ce sempiternel, donc c'est une sempiternelle question, ce débat. Mais maintenant, ça met en relief le droit de l'enfant. Il convient de rappeler, à chaque fois qu'on parle de vacances, il convient de rappeler le droit fondamental, donc les droits fondamentaux de l'enfant
face aux vacances, qui sont le repos et les loisirs. On vous a écouté. Et à votre avis, est-ce qu'on peut passer de bonnes ou de mauvaises vacances? Oui, on peut passer de bonnes ou de mauvaises vacances. Ça dépend du cadre. Docteur? Oui, il faut savoir quelle est la durée, c'est la durée des vacances. Parce qu'on a le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre. Et puis on a 3 mois qu'on appelle trimestre des vacances. Donc on peut passer justement des mauvaises vacances sur la durée si on a l'impression qu'on n'a pas totalement formaté, n'est-ce pas, le contenu qui est vidé, c'est le contenu d'avant, avant d'entamer, n'est-ce pas, la nouvelle année académique, la nouvelle année scolaire. Donc, oui, en raccourcissant la durée des vacances, on peut passer de mauvaises vacances, ou alors en étant avec des mauvais, je ne vais pas dire des mauvais parents, c'est-à-dire que lorsque les parents ne vous protègent pas, ne vous éduquent pas, parce que c'est le moment de partager avec. Pendant les classes, vous êtes avec les enseignants, c'est eux qui sont les plus proches avec vous. Mais pendant les vacances, c'est avec les parents. D'accord. Les parents peuvent ne pas être ici, les géniteurs, ça peut être les grands-parents. Donc, c'est l'occasion de passer de bonnes vacances. Quelle dose d'ingrédients il faut notamment pour réussir ces vacances? Pierre Calvatagne-Simo, enseignant et parents. Quelle dose d'ingrédients? Pour moi, je le dis et j'insiste, il faut détecter la lacune. Il faut se dire en quoi est-ce que mes vacances me seront utiles à leur terme. Il faut se poser cette question. Si on est élève, est-ce que pendant l'année scolaire, j'ai été un bon élève? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui a manqué? C'est l'important. C'est important de se poser cette question. Maintenant, je voudrais revenir sur un point. Maître, tout à l'heure, a dit que c'est dans un intérêt mercantile que les cours de vacances sont organisés. Vraiment, maître, en tant qu'enseignant, je pense que tel n'est pas le cas. Parce que quel est leur effectif? Ils payent combien? Si c'était justement cela, on ne se serait pas... D'accord. On vous a écouté. Pour la période, s'il vous plaît, pour la période, très souvent, ce n'est pas pendant les 3 mois qu'on organise les cours de vacances. C'est au trop 1 mois. Parfois, ça va mi-juillet, mi-août. Vraiment. Mi-juillet, c'est déjà un peu tôt, non? D'accord. Et quand vous avez la parole, vous avez pris la parole, Martine Sangrine Gonor, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, doctorante en sciences de l'éducation à l'université de Yaoundé 1. Je vous propose de la conserver en nous disant notamment quelle dose d'ingrédients pour réussir ces vacances. Moi, je pense que la réponse à cette question est assez subjective. Donc, il en va de tout un chacun. On ne peut pas venir, c'est un peu comme, vous savez, quand nous, on aide les élèves à élaborer leurs emplois du temps. On ne peut pas venir plaquer un emploi du temps type pour tout le monde au tableau. Donc, ça dépend des sensibilités de tout un chacun. Pour moi, vacances, ça rime avec sommeil. Vacances, parce que le sommeil, ça permet de régénérer les neurones, ça permet de régénérer les cellules. Vacances rime avec baisse de stress et d'anxiété. Donc, vraiment, trop réfléchir. Par exemple, comme M. Tanier le disait, il faut faire son bilan, certes, il faut le faire très vite, surtout à la fin des résultats. Il faut le faire très vite, mais après, laisser tomber ça. Il faut déposer tout de stress, la réduire, ça, l'anxiété, et essayer de profiter du moment. Vacances riment également avec rencontres, avec le fait de renouer les relations avec la société, avec son entourage. Parce que le matin, papa sort, maman sort, on se retrouve seulement le soir, quelques minutes, on dort déjà le matin, on ressort. Pendant les vacances, même avec ses frères, on a l'occasion de passer plus de temps ensemble, vous voyez. Donc, on ne saurait dire ici une dose précise pour... D'accord, vous êtes entendu. Voilà. Et votre dernière question, Dr Guy Calvin Verlaine Bongo, enseignant-chercheur en sciences sociales appliquées à la santé et à la psychologie de la santé, notamment. Quelles peuvent être les conséquences positives ou l'impact
positif de l'impact psychologique des vacances sur les jeunes? Alors, il faut savoir, l'impact psychologique, c'est d'abord la santé. Et je peux m'aller loin en disant la santé mentale. Et c'est ça le bien-être. C'est-à-dire que ça sera un équilibre permanent. L'enfant va se réveiller à l'aune, n'est-ce pas, de la rentrée, étant bien portant. Et pouvant, n'est-ce pas, affronter les défis, n'est-ce pas, de la nouvelle rentrée scolaire. Donc c'est ça l'impact psychologique. Une fois bien récupéré, une fois il démarre très bien. Donc c'est vraiment un bien-être. D'accord. Bien évidemment, je saurais quand même dire, effectivement, parlant, n'est-ce pas, des effets, comme on a dit, les effets nocifs des drogues pendant ces vacances. Parce que c'est très important de le noter que les drogues ne sont pas les bienvenus pour les enfants en vacances. Voilà. Donc d'accord. Maître, une conclusion sur ce thème, vacances, loisirs, études ou commerce? Oui. La conclusion que je dirais, en quelques secondes, la conclusion est que les vacances ne doivent pas être une transition vers la précarité, mais un tremplin vers l'éveil. D'accord. Et pour vous, Pierre Calvin-Tagne Simon, enseignants et parents? Mettre ses vacances à profit. Pour vous, Martine Sangrine-Gono, conseillère principale d'orientation. Il faut aussi penser au développement personnel, c'est-à-dire faire, on va dire, un examen de conscience sur sa personnalité, s'améliorer et aussi lire, pourquoi pas, un livre au passage, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec l'école. D'accord, et c'est le mot de fin de cette édition de Twilight. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, chers panélistes, d'être passés sur ce plateau. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous de nous avoir regardés. Ce débat se poursuit sur la chaîne WhatsApp de CRTV News et nos programmes aussi continuent. Restez donc sur CRTV News. Bonsoir.